Der Frankreich-Block ist immer noch in der Wohnung von Michel Sicard und jetzt kommt der zweite Teil des Interviews über Jean-Paul Sartre. Michel, le texte sur Masson s'ouvre sur une remarque importante. L'artiste est un suspect. Tout peut être retenu contre lui. Sartre visait aussi l'indépendance de l'intellectuel, toujours à nouveau à reconquérir. Alors dans ce texte-là, d'abord il commence par une magnifique phrase liminaire, comme il en a le secret, c'est-à-dire une phrase toujours un peu paradoxale. L'artiste en général, ce n'est pas un suspect évidemment, c'est quelqu'un au contraire qui essaie d'aller dans le sens de la révélation de quelque chose, mais donc Sartre prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que l'artiste est toujours évidemment sur la sellette en même temps, et donc il est dans la position d'être devant ses juges. Alors ça introduit quand même une notion extraordinaire, c'est qu'il y a une responsabilité de l'artiste. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une divagation totale, comme d'ailleurs on le voit trop souvent dans l'art contemporain aujourd'hui, des manifestations qui sont sans queue ni tête, qui ont des positions absolument incongrues. Là, il y a une véritable responsabilité de l'artiste pour travailler sur une réalité, pour donner un message, même si ce message n'est pas très direct, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même message que celui de la littérature. Donc qu'est-ce que la littérature? C'est pas une communication directe, mais c'est une évocation soit métaphorique, soit très médiée d'une certaine réalité dont on veut nous faire toucher par le sensible la réalité. Donc voilà, c'est une phrase qui évidemment introduit cette dimension d'un certain nombre d'artistes de l'après-guerre qui ont voulu faire un art autre et on surenchérit sur l'expression. Bon, il s'agit presque d'un expressionnisme abstrait dans la plupart des cas, mais chez Masson, non, ça reste quand même quelqu'un qui est post-surréaliste, qui travaille dans le domaine de la figuration et qui donc produit un certain nombre de sens et d'images qui sont nettement décryptables. Alors ce dessin-là, voilà, c'est ce qui va être au centre de la problématique concernant Masson, le dessin. Comment le dessin est-il la marque de quelque chose? Est-il le révélateur d'une certaine réalité? Comment la trace de quelque chose s'inscrit dans l'art, sur la surface picturale? Donc ça va être un essai sur le dessin, et c'est important dans Sartre parce que il a travaillé sur la peinture, il a travaillé sur la sculpture un peu avant, sur les objets, sur des choses plus complexes comme les mobiles de Calder, donc qui font un peu référence à des machines ou à des techniques qui utilisent vaguement le système des machines et des engrenages, enfin, etc. Mais là, on va arriver à la question du dessin, la question pure. Qu'est-ce qui fait forme? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qu'on peut dessiner de façon stricte? Et ce dessin n'est pas à la remorque de la peinture, de l'image picturale. Il est une création personnelle, et pour Sartre, donc le dessin est une ligne vectorielle, c'est-à-dire qui est tracée de main d'homme dans une espèce de poétique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, on crée une forme et on lui donne un sens au fur et à mesure qu'elle se crée. On l'interroge au fur et à mesure qu'elle se crée.
D'où l'idée de remplacer la ligne de contour, cette ligne qui circonscrit des formes traditionnellement dans le dessin, par exemple préliminaire à la peinture. On remplace cette ligne par une ligne vectorielle donc, qui est tracée d'un point à un autre et qui par là même donne l'impression qu'il y a un mouvement. Et donc les formes naissent dans le mouvement. Elles sont mouvement de l'esprit et mouvement de la main conjointement. Donc c'est ça la thèse de Sartre, une thèse assez extraordinaire à cette époque-là, parce que du coup, c'est un texte qui a été écrit en 1948, même s'il a été publié plus tard dans un livre d'artiste et dans le temps moderne. Mais il a été écrit assez tôt après la guerre, au moment où naissaient de nouvelles formes d'expression, par exemple les gens de l'expressionnisme abstrait, il y avait le début de l'école de New York aux États-Unis, et il y avait aussi les gens du mouvement Cobra, donc qui insistaient beaucoup sur cette trace tracée, sur cette vectorialité de la ligne et du fait que lorsque on fait un acte dans la peinture, il soit orienté, soit pas une forme, mais une orientation. Ça change complètement d'ailleurs la perspective sartrienne, parce que la perspective sartrienne dans la théorie de l'image, c'était que l'image était tributaire de signes, et les signes visuels sont des signes arrêtés en quelque sorte. Toute la théorie de l'image dans la première vie de Sartre est tributaire d'une théorie, de la Gestalt théorie, si on veut. C'est-à-dire, ce sont des formes qui sont repérables et que l'œil décrypte comme des signes. Or, là, il y a quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire que la forme est décryptée en même temps comme elle se fait, sans qu'il y ait de signe préalable. C'est-à-dire que c'est la démarche et la marche dans la surface d'inscription qui crée le signe en mouvement. Et ça change évidemment complètement la perspective des formes, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une peinture soit de symboles, soit de pictogrammes ou de signes arrêtés, mais on est dans une expression dynamique d'une forme en train de se faire, d'un work in progress sur la toile. Et voilà, donc on comprend que ça correspond évidemment avec des expressions comme Pollock, par exemple, lorsqu'il perce un bidon pour faire une trace, évidemment. Cette trace est fonction du mouvement de danse qu'il fait dans un espace qui est perpendiculaire à la toile. Il est au-dessus, et donc voilà. Et donc la trace est le résultat d'un mouvement. Et évidemment, ça change complètement la conception que l'on a. On a à ce moment-là un art où la mobilité, le mouvement est extrêmement important. C'est-à-dire il y a une dynamique qui se crée à l'intérieur de l'œuvre, dont nous ne voyons que le résultat à travers les mouvements, par exemple, de la plume chez Masson. Mais dans le côté un petit peu plein et délié des traces de Masson, on comprend très bien que ça a commencé à un certain endroit du papier, ça s'est terminé à tel autre. Et puis on peut aussi faire des relances. Alors c'est tout le thème de son essai là, sur les 22 dessins sur le thème du désir, c'est-à-dire qu'à un certain moment, l'œuvre unique ne suffit plus, il faut rajouter un deuxième dessin, un troisième, un quatrième, etc. Et enchaîner les formes les unes aux autres. Bon, évidemment, les surréalistes avaient parfois fait ça, mais chez les surréalistes, il y a toujours beaucoup de symbolique. Si on prend par exemple la peinture de Magritte, bon, c'est très arrêté, bon, et composé, ces tableaux avant avec des objets symboliques, etc. Alors évidemment, déjà chez Max Ernst, avec les frottages, etc., il y a des choses qui apparaissent, qui émergent un petit peu dans la surface du papier, qui doivent être interprétées par le dessin, etc. Mais là, on va encore plus loin, c'est-à-dire que le dessin est emporté par le geste.
et donc il déborde le cadre du papier d'une seule expression. Il a besoin d'enchaîner les expressions, et alors c'est ainsi que naissent les objets, que les corps s'enlacent aux montagnes. Alors c'est tout le thème des 22 dessins sur le thème du désir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anthropomorphisme, mais la figure humaine se mêle aux falaises, aux vagues, aux éléments naturels, et donc voilà, les figures se forment à la rencontre des rochers, de tous ces éléments, parfois un peu mythologiques, mais dont l'essentiel, dit Sartre, n'est pas de faire de la mythologie, mais au contraire de prendre congé de toute mythologie pour accéder à ces formes en mouvement qui sont une énergétique, une énergie au sein de l'art. Cernant encore un peu plus les rapports entre l'œuvre et l'artiste, avec les aquarelles de Wolz, Sartre revient sur l'interprétation d'une œuvre d'art. Il dit « L'objet se dévoile dans son rapport fonctionnel avec le monde. L'artiste n'y est plus pour rien ». Dans la démarche de Wolz, il y a quelque chose qui relève d'une sorte d'écriture automatique qui rejoint parfaitement ce que je viens de dire à propos de Masson, c'est-à-dire que la figure humaine, l'expression du visage, etc., a besoin de s'altériser dans d'autres formes qui ne sont pas humaines. Et donc, il y a une espèce d'appel des figures autres qui constitue une véritable écriture automatique. Dans son essai, Sartre rattache à l'écriture automatique les dessins de Wolz. Et donc, on a là des choses qui se forment et se déforment et qui s'enchaînent dans une espèce de négation perpétuelle de ce qui vient d'avoir lieu. Alors en même temps, ça se rattache à la philosophie de Wolz, qui est une philosophie qui rejoint au fond les perspectives orientales où l'homme ne peut pas être considéré en lui-même, mais il est pris dans le monde, dans son impermanence, c'est-à-dire le monde dans la multiplicité de sa réalité changeant de forme, allant d'une forme à une autre, et donc les éléments végétaux, animaux, etc. se mêlent à la représentation de la figure humaine. Oui. Donc on a cette espèce de fuite en avant perpétuelle dans une réalité qui est toujours autre chose que ce qu'elle est. Et donc voilà, l'artiste aboutit à une vision tout à fait instable de ce qu'il produit, où les figures se font et se défont sans cesse. Et dans l'article sur Wolz, Sartre verse encore d'autres éléments dans son dossier esthétique. Il dit le tout, la relation synthétique du détail de la totalité à la totalité. Il en parle aussi dans la préface à l'idylle de la famille. Il rappelle l'universel singulier. C'est ici une occasion de rappeler certaines positions philosophiques de Sartre et de montrer leur liaison avec d'autres portraits d'artistes, n'est-ce pas ? Effectivement, il y a une espèce d'interrogation permanente et très recentrée de Sartre autour de ce qu'est l'universel singulier, et surtout sur le fait de problématiser, c'est-à-dire de rendre problématique, incertain, le singulier. Alors, dans le texte sur les peintures de Giacometti, on a déjà cette évocation-là, c'est-à-dire que une figure humaine ne peut pas être cernée d'un coup. C'est-à-dire il n'y a pas la bonne expression, comme souvent le faisait peut-être Picasso. D'ailleurs, il saisissait un trait de visage, qu'il arrivait à croquer un peu à la façon presque d'une caricature. J'ai vu des portraits de Guy Vic, comme ça, de certains poètes, qui étaient juste avec
un serpentin faisant la barbe, etc. Et puis le nez, les lunettes. Bon. Mais chez Giacometti, la question devient beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qu'on va repérer par exemple autour des yeux, notamment autour du nez ou de la bouche, un très très grand nombre de traits qui sont un petit peu comme des traits problématiques de contours même affirmés puis abandonnés. Et ça donne un modèle qui est un petit peu, nous dit Sartre, comme le patron de couturière, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui sont surfilés, et puis après, bon, ils vont sûrement être abandonnés. Mais il y a une analyse très intéressante de Sartre, d'ailleurs, où il fait tout un échelonnement dans les fils. Il y a des fils noirs, et puis il y a des fils blancs, qui sont encore plus problématiques que les noirs. Et donc, on approche petit à petit une réalité. Et c'est vrai également pour Volz, donc, et c'est vrai aussi pour Masson, mais dans peut-être une dynamique beaucoup plus torrentueuse, si je veux reprendre l'expression de l'autoportrait au torrent de Masson. Et voilà, chez Sartre, il y a une mise en question à travers le problème du portrait, de ce qu'est la figure humaine. Et il a très bien vu ça à travers quelques artistes. Il y a aussi la Poujade aussi. La Poujade est un grand spécialiste du portrait. Il a d'ailleurs fait des portraits de Sartre et de bien d'autres. Mais dans la série qui est interrogée là concernant la torture, le portrait évidemment, de par le thème même, le portrait de la figure humaine devient complètement ravagé par la douleur, et puis par surtout la parcellisation de la touche. Donc il y a toute une approche comme ça qui réduit à quelque chose de très évanescent le centre de la figure humaine. On doit ajouter concernant aussi Giacometti cette autre anecdote, c'est que Giacometti avait essayé de faire le portrait du poète Yanayara, poète japonais, et c'était Sartre qui lui avait en quelque sorte refilé le personnage qui était venu le voir pour l'interroger, lui, Sartre, en tant que philosophe, et Sartre l'a donné à Giacometti pour qu'il soit portraituré. Et dans ce visage oriental, les traits étaient devenus beaucoup plus impassibles, c'est-à-dire moins burinés qu'ils ne le sont dans le visage occidental. Et donc Giacometti était en quelque sorte tombé sur un os. Et alors que d'habitude il faisait un ou deux portraits de Sartre ou même de Diego, enfin bon, bien que Diego et Annette il en ait fait beaucoup, mais là Yanayara il va faire 20 toiles ou dessins. Il y a quelque chose qui se refuse à lui, c'est-à-dire que le portrait devient impossible en quelque sorte. Il y a quelque chose d'impénétrable et cet impénétrable ne peut se concevoir que par rapport à un creusement de la question du sujet derrière la figure humaine. Que la figure humaine n'est jamais qu'un objet transitionnel, on pourrait presque dire, entre la société et le soi, mais le soi lui-même est en reflux et l'ego peut être considéré comme complètement effondré. Donc il y a presque une impossibilité dans les termes à faire un portrait de la figure humaine. Et je crois que la question du portrait dans ces situations 4 sont en même temps une question de l'antiportrait. C'est-à-dire il y a une réflexion sur l'impossibilité, au fond, de porter à l'achèvement le portrait, parce que une figure humaine est toujours en projet, et donc elle se nie elle-même d'une fois à l'autre. Et il est impossible de faire le tour d'une réalité. C'est-à-dire que le portrait classique de l'homme avec ses qualités qu'il porterait en bandoulière sur le visage, etc., c'est absolument impossible aujourd'hui.
le portrait, toujours un portrait qui est en train de se nier, ou de renoncer à lui-même, ou d'aller au-delà, ou de se convertir, etc. Donc il y a une perpétuelle relance de la question du portrait autour de son impossibilité même. Je voudrais encore parler du dernier texte dans Situation 4. Nous en avons déjà parlé. Sur Venise, Venise de ma fenêtre. C'est un beau portrait de la ville. Il dit, la vraie Venise, où que vous soyez, vous la trouverez toujours ailleurs, explique Sartre, en rappelant la page suivante son concept de l'autre, l'histoire, l'art. Qu'est-ce qui l'a tant attiré? Il était souvent à Venise. Il a fait plusieurs voyages à Venise, il a écrit ce magnifique texte. Je crois que j'ai fait une conférence là-dessus à Trente dans un colloque sur Sartre. Et c'était à un moment où il voulait écrire La Reine Albemarle ou Le Dernier Touriste, donc qui était fait... Qui a paru posthume. Oui, mais dont on n'a qu'une idée vraiment très très partielle. Parce que l'ambition de ce texte-là était de faire une nouvelle littérature. C'était quelque chose d'hybride entre le texte sociologique sur, par exemple, une ville, quand on arrive dans une ville, qu'est-ce qu'on voit, etc. Les éléments culturels qui sont dans la ville ou dans la province, ou dans un pays tout entier, puisque c'était à travers toute l'Italie. L'art, donc c'était un texte de pérégrination et de voyage, un petit peu comme d'autres auteurs plus tard ont essayé de le faire, par exemple Le génie du lieu chez Butor. Voilà, c'est un peu la même histoire, ou Mobile sur les États-Unis, c'est-à-dire comment faire une littérature qui rende compte d'une ville et qui soit à la fois reliée aux sciences humaines, comme je parlais au début, et qui soit en même temps romanesque. Et donc, bon, il a fait ce texte où il parle de lui-même, tel qu'il voit Venise de sa fenêtre. Alors, Venise se caractérise évidemment par le fait qu'il s'agit d'un ensemble d'îles reliées les unes aux autres. Et il y a des ponts, et puis il y a des canaux, et une intense circulation. Et la réalité se reflète toujours dans l'eau et produit un reflet qui n'est pas évidemment tout à fait exact, qui est lui-même assez agité selon les courants, etc. Donc cette espèce de réalité changeante et du fait qu'on soit toujours dans le miroir, qui est le centre de ce texte très court mais magnifique et qui devait donner les bases d'une autre façon de faire de la littérature, mais que Sartre n'a jamais finalement poursuivi. Et donc, voilà, il se plaisait évidemment dans Venise pour voir de plus près cette instabilité-là et cet effet qu'on puisse toujours se voir à l'aune de soi-même qui vous voit. Donc il y a une espèce de mirrorical return, comme aurait dit Ruth Franken, c'est-à-dire qu'il y a toujours un renversement dans le miroir de votre propre œil qui est en face aussi et qui vous regarde pendant que vous-même vous regardez. Donc voilà, c'est un texte tout à fait formidable sur le renversement de la vision et qui introduit peut-être une autre démarche, mais qui reste en pointillé. L'esthétique de Sartre, au fond, j'ai postulé cette esthétique au sein de son œuvre, mais évidemment, elle n'est pas écrite. Mais il y a suffisamment d'éléments pour essayer de voir où elle va. Une fois, il dit qu'il voulait écrire une esthétique, n'est-ce pas? Une esthétique, mais qu'il n'avait jamais faite. C'est une de ses réponses à ton interview. Et là, effectivement, il y a une autre partie de l'esthétique, cette esthétique du retournement dans le miroir de l'image, qui est peut-être la
clé ou la fin de son esthétique. Mais tout ça n'est jamais qu'à titre d'hypothèse. Mais les hypothèses, c'est très intéressant parce que si on peut les vérifier presque jusqu'au bout, eh ben, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc voilà, il y a une démarche tout à fait extraordinaire dans cette théorie de l'image depuis le début, qui fonctionne par des signes, par un phénomène d'autosuggestion pour mettre de la présence dans les images, et puis qui se termine finalement par un retrait et un jeu de miroir entre les images et les fragments des îles, comme ça, qui clapotent et multiples de l'une à l'autre. Donc on est là encore dans du postmoderne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de réalité fixe, comme s'il y avait quelqu'un derrière le portrait, enfin une réalité, mais qu'il y a un miroitement qui est déclenché par les parcours eux-mêmes. C'est-à-dire que les parcours engendrent de l'image dans laquelle nous nous voyons, mais nous percevons en même temps des reflets du reste, enfin, etc. Donc il y a une immense machine à miroitement qui est tout à fait extraordinaire, qui est peut-être une des théories dernières de son esthétique. Permets-moi de poser encore une question pour bien mettre le point sur le i. Nous l'avons déjà parlé de l'imaginaire, mais je voudrais encore une fois revenir sur cette question parce qu'elle me semble être très importante pour bien expliquer ce que nous allons faire dans notre interview. Dans notre premier entretien sur Sartre, nous avons parlé des rapports de l'imaginaire à son œuvre majeure L'être, le néant, essai d'ontologie phénoménologique de 1943. La remarque sur l'art dans l'imaginaire le conduisait aux idées principales de L'être, le néant. On est bien fondé de souligner l'importance de l'art dans l'œuvre de Sartre. L'art ne constitue pas un thème parmi d'autres dans son œuvre. Quelle place lui revient-il dans l'ensemble de son œuvre ? C'est quand même la question majeure, c'est-à-dire qu'il n'a pas cessé de se déplacer dans des problèmes esthétiques. Depuis ses premiers textes là autour de l'image jusqu'au Flaubert, donc il chemine à travers des théories esthétiques qui concernent tantôt le langage, tantôt l'image plastique. Et au fond, il y a très très peu de textes, à part quelques textes politiques ou des textes concernant la philosophie du néant. Il y a très peu de textes qui ne concernent pas les questions esthétiques. Et donc c'est pour ça que je pense qu'en fait l'esthétique est une sorte de réseau d'ensemble qui sous-tend toutes ces tentatives, et y compris ces œuvres romanesques ou même théâtrales, par exemple. La nausée, il est évident que c'est un formidable roman qui a une base esthétique avec une errance, un jardin public, la nature, la racine, enfin tout ça on se croirait dans la peinture orientale. Après il y a les villes, hein. Alors il y a cette partie naturelle et puis il y a les villes. Alors il déambule dans la ville, alors il y a les enseignes, des boutiques, tout ça, ça fait penser au surréalisme. Évidemment, on est en plein surréalisme. Et puis ensuite, il y a l'œuvre d'art, il y a la musique, il y a le jazz, il y a le corps, etc. La négresse qui chante, et l'enregistrement. Qu'est-ce que c'est que le vécu réel? Qu'est-ce que c'est que l'archive du vécu, etc. Donc, on se déplace uniquement dans les problèmes esthétiques. Et le voyage, parce qu'il est allé en Orient, parce qu'Annie a fait aussi un voyage en Orient. Il y a des statues khmères, etc., à l'intérieur de la nausée. Sartre rêvait d'aller au Japon, enfin, etc. Donc il y a toute cette dimension de voyage qui est extrêmement importante chez Sartre aussi, et qui est présente dans ses romans. Dans ses romans, il y a aussi beaucoup d'autres choses concernant l'esthétique. Il y a par exemple la nourriture. J'ai fait un article sur la nourriture chez Sartre, que j'ai publié dans la revue des études sartriennes. Et il y a évidemment à travers la nourriture aussi
quelque chose qui est formidablement esthétique, le goût, la façon dont les charcuteries sont visuelles, et puis les viandes en sauce. Bon, il y a toute une cuisine sartrienne qui relève vraiment d'une esthétique. La façon d'être au monde, il a touché un petit peu tous les champs, bon, comme Barthes parlant de la cuisine à propos de l'Empire des Signes au Japon. Il y a déjà ça chez Sartre dans ses romans. Donc voilà, c'est un ensemble de préoccupations concernant le vécu et concernant l'esthétique. Et même dans les textes plus politiques comme la critique de la raison dialectique, la façon dont il conçoit le groupe, les foules, la prise de la Bastille, etc. Tout ça, c'est une foule aussi esthétique, très analogue à celle qu'a peinte la Poujade, par exemple. Michel, tu oserais une définition de l'art selon Sartre? C'est une question difficile. C'est une question très très difficile. Je pense que toute sa vie a été une préoccupation tournée vers l'art, vers les œuvres d'art. Il a vécu comme un artiste, ne s'installant pas de fonction officielle, pas de famille officielle, mais plutôt quelque chose de l'ordre de l'amitié, du groupe, un petit peu de la horde, on pourrait presque dire, donc essayant de trouver comme ça des passages à travers ce qui constitue dans la société des barrières, et donc ce côté révolutionnaire qui tient peut-être un peu du surréalisme aussi, ou de Rimbaud, enfin qui revient dans le Saint-Genet par exemple, comme une des figures majeures de la libération. Évidemment, cette libération ne peut pas se concevoir sans cette référence artistique. L'art est peut-être la meilleure façon possible de se libérer. C'est peut-être une des figures les plus belles de la liberté. L'artiste est quelqu'un qui ne connaît pas les frontières, peut essayer tous les passages, peut passer à travers tous les mondes, Et rester indépendant. changer de langage et rester souverainement indépendant et libre. Et donc, je pense que l'art est au centre des préoccupations de Sartre, même s'il semble en avoir parlé un peu marginalement, mais quand même, tous ces livres sont des livres concernant l'art, quasiment. L'idiot de la famille, ça ne parle que de Flaubert. Comment se forme le Flaubert écrivain, qui est un artiste ou un écrivain artiste qui ne fait qu'écrire, et il renonce presque aux trois quarts de sa vie pour aller s'enfermer en Normandie, écrire ses phrases, ses romans, qui sont tous différents, etc. Donc tout ça, il est fasciné par la figure des saints artistes, comme ça, des artistes qui ont consacré leur vie à ça, qui ne font que ça, et qui ne font aucune compromission ni avec les alliances politiques, ni avec les alliances familiales, ni avec les conventions d'aucune sorte. Donc il vit dans une espèce de liberté, en refusant tout, et bon... Voilà, il est un peu à la source de courants du grand refus, comme les situationnistes, ou ces choses comme ça, des courants comme ça. Et c'est une des figures des artistes de Montparnasse, moi je trouve. Toute sa vie, il a fréquenté Giacometti et il a fréquenté des artistes. Il allait déjeuner ou dîner chez eux et il se mêlait parfaitement avec eux. Voilà, la figure de l'intellectuel, à mon avis, doit être inséparée de l'artiste. Michel, je t'ai connu comme professeur d'esthétique à la Sorbonne, mais tu es en fait beaucoup plus d'artiste que professeur, je crois. Toi, comme artiste, comment as-tu pu profiter de l'esthétique de Sartre? Oh, sur le problème de la liberté dont je viens de parler, je pense que là, je me suis retrouvé dans la même position que ça, c'est-à-dire essayer de refuser d'abord le professorat, parce qu'au départ j'étais professeur en lycée, etc. Donc voilà, j'ai mené ma propre carrière. Après, il se trouve que par hasard, on m'a offert un poste à la Sorbonne,
pour enseigner, non pas l'esthétique d'ailleurs, mais les arts. J'enseigne surtout à des artistes qui font de la création. Et donc je vois avec eux comment peut se former, se reformer ou se transformer leur création, à les accompagnant avec quelques bases théoriques. Mais j'ai gardé moi aussi cette liberté. Quant à l'esthétique de Sartre elle-même, bon, elle est un peu datée. Disons que c'est pas vraiment la même. Je me suis pas attaqué à des problèmes de portrait, par exemple. Je vois pas que. Si j'ai fait des têtes il y a 2 ou 3 ans, comme ça, des têtes très diluées dans de l'eau. Sans doute que la question du portrait m'a quand même travaillé. Mais sinon, très directement, je suis dans une esthétique assez différente, beaucoup plus travaillant beaucoup plus vers l'informel, vers quelque chose qui est plus abstrait que ce à quoi s'intéressait Sartre. Et peut-être l'aspect politique aussi est moins présent chez moi, mais je me suis quand même rendu compte que finalement Sartre avait peut-être un peu raison aussi sur la politique et la responsabilité de l'artiste. C'est vrai que quand on crée des œuvres d'art, on est toujours quand même quelque part très profondément engagé politiquement. Et d'ailleurs, je me rends compte que, bon, là, quand j'essaie de collaborer avec des partenaires qui sont à l'étranger, je m'aperçois que les frontières se referment, qu'on ne peut pas faire venir facilement les gens, les territoires et la logique des patrimoines et des territoires est tout à fait contraire à la logique de l'artiste. Moi, je suis un migrant, je suis un exilé, et je n'admets pas qu'il y ait ces frontières et ces réglementations. Et donc, je me trouve aussi dans un mouvement contestataire politiquement par rapport au gouvernement quel qu'il soit. C'est-à-dire un gouvernement tend toujours à se refermer autour de lui-même, à faire en quelque sorte que le territoire soit une sorte de prison. Et dans notre art, on va beaucoup à l'étranger, on circule beaucoup, et on essaie de nier la logique des territoires. Je crois que ça aussi Sartre l'avait fait. Il s'est beaucoup déplacé dans sa vie. Il est allé à l'étranger, il a fait des voyages en Amérique du Sud, en Russie, en Chine, au Japon, etc. Et à une époque où ce n'était pas forcément fréquent ni facile. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui non plus, c'est pas vraiment fréquent, c'est-à-dire que les flux sont toujours arrêtés par les territoires et par les États. Et la logique de l'art est une logique beaucoup plus frayante que ça. C'est-à-dire, elle demande des passages, elle demande des collaborations, elle demande que quelque chose se confronte entre ce qui est ici territorialisé et ce qui se déterritorialise. Donc voilà, nous voulons la déterritorialisation et nous œuvrons pour ça. Et donc, nous sommes en ce sens des artistes libres. Dans la conclusion de mon étude sur Sartre, j'ai écrit en 1986, un critère esthétique de Sartre serait, si l'on peut transgresser l'œuvre d'un artiste, la saisir, la comprenant pour aller plus loin. L'œuvre aurait donc une certaine valeur esthétique. Est-ce que tu es d'accord? Il faut voir comment on conçoit la notion d'esthétique. Qui dit esthétique dit toujours un certain caractère normatif. Je crois que l'esthétique, en fait, n'est acceptable que si elle est ouverte à toute forme qui ne sont pas a priori esthétiques. J'ai beaucoup travaillé sur la tâche, sur la trace, et donc du coup aussi sur la salissure, sur le fait que quelque chose puisse se faire à partir d'éléments qui ne sont pas propres à la chose esthétique. Ce côté décalé, ce côté marginal à la fois des ingrédients ou des références
c'est très important pour dépasser ce qu'il peut y avoir d'esthétique dans l'esthétique. Donc, s'il y a une esthétique à revendiquer, c'est une esthétique qui passe aussi sur les frontières du beau. C'est pour ça que je n'ai jamais tout à fait accrédité l'hypothèse de Sartre concernant le beau. Lui prétendait qu'au fond, c'était peut-être le beau qui était au centre de son esthétique. C'est vrai qu'il y a de la beauté parfois dans ce qu'on fait, mais la beauté, c'est parfois dans la réussite d'un geste ou d'une trace. C'est le fait qu'un hasard tombe bien. Mais ça, on n'en est jamais que des capteurs. On ne construit pas d'esthétique pour ça. Il y a le fameux haïku de Bachot où il dit « Le vieil étang, une grenouille y plonge, plof, le bruit de l'eau. » Mais rien n'a été prévu de tout cela. Ni que la grenouille serait là au bon moment, ni que le bruit résonnerait comme ça. C'est une espèce de miracle qui se produit à tel moment et dont le sujet n'y est pour rien. Donc voilà, il faut dans l'esthétique admettre l'idée de hasard et l'idée qu'au fond l'esthétique puisse se travailler avec n'importe quoi. C'est pour ça que nous utilisons des ingrédients qui ne sont pas propres à l'art. Nous utilisons beaucoup la salissure, la tache, etc. Nous exposons de vieilles bâches souillées, etc., qui produisent des œuvres, mais non pas dans le centre d'une réalisation qui serait autoritaire, mais au contraire dans sa marge. Nous sommes les marginaux dans la marge. Nous installons l'œuvre dans le pourtour. Voilà. Tu as déjà partiellement répondu à ma prochaine question, mais parce que tu les as déjà lues. En 1978, tu as eu un entretien avec Sartre que tu as publié sous le titre Penser l'art. On l'a déjà évoqué. Sartre a parlé de la beauté. Elle a beaucoup intéressé. Il dit, je cite, la beauté est une unification totalisante donnant à travers sa totalisation le spectre d'une totalité qui n'est jamais atteinte. Et c'est dans le rapport entre totalisation et totalité que je trouverai l'idée du beau. Je voudrais te demander d'expliquer cette phrase. Elle possède aujourd'hui pour toi encore la même portée qu'à l'époque? Alors, moi, je n'emploierai pas les termes de totalisation parce que s'il y a de la beauté doit rester transitoire. Donc, elle ne peut pas aller vers quelque chose qui soit englobant et donc je mets à peu près de côté l'idée de totalisation, tandis que chez Sartre il y avait toujours des systèmes d'équilibre compensé où le beau et le laid s'équilibraient dans une espèce d'architecture des contraires, etc. Je préfère laisser la question ouverte et je ne pense pas que la beauté puisse être dialectique. Elle est en quelque sorte donnée par surcroît. Et il y a des choses qui se passent et qui sont des moments heureux, mais ça peut être dans un endroit infinitésimal d'un tableau, par exemple, ou d'un objet. Et ça peut être même dans la brisure d'un objet. Par exemple, on a des objets qui sont des théières ou des fragments de verre cassés abruptement et tout d'un coup quelque chose se révèle justement dans le fait que c'est cassé. Alors là, il y a plutôt une détotalisation. Je pense que les détotalisations sont plus importantes que les phénomènes de totalisation. Donc je n'accrédite pas du tout le concept de beauté chez Sartre dans ce sens-là, bien que je comprenne ce qu'il veut nous faire passer. Et en fonction des œuvres dont il parlait, peut-être qu'il a un peu raison, mais nous produisons un ensemble de travaux au-delà avec une ouverture où justement on ne peut pas admettre la totalisation. Lorsqu'on réfléchit sur des mondes qui peuvent être des mondes spatiaux, sidéraux, très très
lointain, on ne sait pas combien cela engendre de galaxies et jusqu'où on peut aller. Donc il faut que la question reste absolument ouverte et tout ce que nous faisons, c'est une strate transitoire de quelque chose et ça doit rester de ce type-là, c'est-à-dire comme un moment éphémère à l'intérieur d'un système d'explosion beaucoup plus vaste. Dans cet entretien, tu évoques des positions politiques en parlant des surréalistes. Sartre voulait faire la différence entre politique et engagement. Une œuvre d'art pouvait, pour Sartre, avoir une valeur, une signification politique que d'autres, le regardèrent, lui attribuaient. Nous ne parlons pas d'une impuissance de l'artiste, mais plutôt de l'autonomie de l'art. C'est correct ? Dans la question de l'engagement sartrien, il y a bien sûr une continuation par rapport aux idées surréalistes de faire une révolution qui soit une révolution totale, c'est-à-dire que l'art est au service de la révolution, c'est-à-dire du changement à la fois individuel et politique du système dans lequel nous vivons. En ce sens, même des œuvres abstraites ont des implications politiques directes. Donc c'est vrai que les œuvres d'art sans être engagées, c'est-à-dire sans être forcément des œuvres à message, nous permettent d'accéder à un certain type de libération et sont destinées à faire une révolution tout au moins intérieure, mais peut-être aussi une révolution sociale. Donc il est évident que l'art de toute façon est une question politique. Lorsque les systèmes politiques deviennent répressifs, ils cherchent d'abord à détruire ou à réduire l'art à presque rien, parce que l'art effectivement invite à sortir des carcans, des systèmes de pensée, des codes, des religions, des morales, enfin, etc. Fonction d'appel. Donc voilà, c'est une invitation à la révolution permanente et à dynamiser les formes inertes de consensus et de pensée. Avant notre entretien de demain dans ton atelier sur des œuvres plastiques, je voudrais reprendre ta contribution au colloque de Sérésie en 1979, Regard sur les arts plastiques. Je me permets de citer les intertitres de ta contribution. D'abord, tu évoques les genres qui, dans leur diversité, constituent le corpus des études sartriennes sur l'art. N'ayant pas écrit pêle-mêle sur l'art, Sartre nous permet d'observer un ordre très convaincant, n'est-ce pas ? Beaucoup de ses études de portrait développent un élément ou un sujet de son esthétique. Ce sont le mythe pour Masson, la distance pour Giacometti, l'imaginaire, par exemple, pour le Flaubert. N'est-ce pas ? Oui, il y a une idée du genre à l'intérieur de l'esthétique de Sartre. Il n'a jamais renoncé tout à fait à l'idée de genre, parce que chez lui, de toute façon, c'était une des différences qu'on avait, on en a quelquefois parlé. On doit s'exprimer sous la forme d'œuvres closes. Et donc, par exemple, une idée ne peut s'exprimer, ou une thèse, que si elle est dans un roman, dans une pièce de théâtre, dans un essai, etc., ou dans un article. Donc, c'est quelqu'un qui avait le sens très précis du clavier des genres tels qu'ils fonctionnent dans la librairie actuelle, disons. Donc, il a très très bien joué avec ça, notamment avec les articles de situation. C'était vraiment très très ciblé. Et par contre, lorsqu'il faisait une biographie, c'était un autre genre. Donc, mais on s'aperçoit que quand même il y a à l'intérieur de cette politique des genres une contestation, c'est-à-dire que au fond, quand il fait la biographie de Flaubert, ça n'est pas qu'une biographie de Flaubert. Il est obligé de faire des digressions
sur l'enfance, sur le rire, il y a quelque chose qui éclate complètement dans le genre. Alors, moi, j'étais plutôt partisan pour une espèce d'écriture au jour le jour. Il m'en avait fait le reproche, il m'avait dit, mais on ne peut pas écrire comme ça, tout en vrac. Oui. Et c'est vrai que j'ai peut-être un peu échoué à vouloir faire comme ça. J'ai rempli beaucoup de carnets, bon, j'écris beaucoup de manuscrits, etc., dans des choses qui parfois ne se solidifient pas en œuvre. Donc je fais des livres d'artistes, je fais des recueils de poèmes, c'est un peu dispersif. Mais je pense que cette dispersion est quand même très intéressante parce que justement les gens ont quand même quelque chose d'extrêmement coercitif et ils sont réactionnaires au fond. C'est-à-dire que si vous avez une pièce de théâtre qui est très ciblée, très classique, etc., elle peut être intéressante, bien sûr, comme huis clos, considéré comme un chef-d'œuvre, etc., mais on reste bien dans une espèce de dynamique comme ça, d'une pièce à quelques personnages, etc. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant si l'on peut sortir du théâtre, si l'on peut faire que voilà, ça se trouve, la peinture, l'acteur, le poète, etc., se trouvent en mélange. Et donc, je suis plutôt pour une abolition de cette notion de genre. Mais chez Sartre, les genres sont restés un petit peu tels quels. Donc, c'est-à-dire, il y a l'essai philosophique, là, vous en avez trois principaux avec l'imaginaire, l'être et le néant, la critique de la raison dialectique. Mais après, donc, on a les biographies, mais les biographies, bon, on se rend compte, comme j'ai dit, qu'elles sont un petit peu à mi-chemin entre l'essai philosophique et puis autre chose. Donc, voilà, donc il va se retrouver quand même dans un entre-deux et dans un entre-genre. C'est pourquoi les situations occupent pour moi une place très privilégiée parce qu'elles sont justement le témoignage que quelque chose se fait dans un genre qui n'est pas trop prévisible. Et puis en plus, comme dans un volume de situations, il y a différents sujets, par exemple, il y a la littérature ou l'art ou la ville, ou etc. On est obligé de lire ces textes-là ensemble et de faire en quelque sorte qu'ils réagissent les uns sur les autres. On se trouve dans une interdisciplinarité qui n'était pas au départ prévisible, mais qui est forcée à partir du moment où on réunit ces textes ensemble. C'est encore plus interdisciplinaire dans Situation 1, par exemple, avec des articles à la fois sur la poésie, sur la philosophie, la liberté cartésienne, enfin, etc. Et donc, voilà, on a un objet qui est un objet assez piégé du point de vue de la répartition des taxonomies. Alors j'aime bien ce changement de registre. Je trouve d'ailleurs que dans la littérature française, on est trop allé vers les genres. On s'est enfermé dans une politique des genres qui n'existait pas forcément avant. Si vous prenez un roman comme Le Dit du Genji, par exemple, ce roman japonais formidable, il y a une narration. C'est quelqu'un qui raconte la vie à la cour, et puis tout d'un coup, la narration s'interrompt, et hop, il y a un petit poème, et puis on revient à la narration, et puis on revient. Bon, en France, c'est impossible de faire ça. On est soit dans la poésie, soit dans le roman, soit dans l'essai critique, soit dans l'essai philosophique. Et en même temps, évidemment, il y a des cloisonnements. Alors, Sartre a décloisonné quand même un petit peu tout ça, bien malgré lui. Et on peut dire qu'il a aussi ouvert la voie à une pensée philosophique française qui a beaucoup décloisonné. Par exemple, Deleuze et Guattari, lorsqu'ils raisonnent par plateau, comme ça, le mille plateaux ou l'anti-Oedipe, c'est un type de philosophie qui n'est pas tout à fait ciblé par genre. Et Derrida, c'est pareil lorsqu'il écrit un livre sur la carte postale, ou bien le livre Glas, qui n'est pas sans faire penser à Sartre, puisqu'il y a un essai sur Genet à l'intérieur, sur Jean Genet. Eh bien, il y a deux colonnes
Et donc on a deux textes, on ne sait pas si on doit lire le texte sur Hegel d'abord et le texte sur Genet ensuite, ou bien si on doit lire tantôt l'un, tantôt l'autre, ou si on doit éclairer l'un par l'autre. Donc il y a une contamination des sujets et des genres. Et bon, donc il a écrit parfois dans des styles qui sont un peu fictionnels, comme la Circonfession par exemple. C'est un texte autobiographique, mais en même temps un texte philosophique. Donc Sartre a ouvert la voie à une philosophie littérature de ce type-là, c'est-à-dire qui permet de se situer dans une perspective qui fait bouger les limites, parce qu'aux limites de genre correspondent des limites mentales. Et donc voilà, il faut faire éclater ça, il faut pouvoir passer d'une chose à l'autre. Ce qui est pas facile en France, par exemple. Moi-même, pour faire comprendre à quelqu'un que je puis être poète, je puis faire un essai de théorie de l'art et je puis produire des œuvres plastiques, etc. Donc c'est très 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 compliqué. En général, si on est critique d'art, on ne peut pas être créateur. Il y a des séparations distributives là qui sont verrouillées et c'est difficile à concevoir, qui vont très très loin d'ailleurs, parce que en France, ça touche même à l'enseignement, c'est-à-dire que l'enseignement pour les artistes ne se fait pas à l'université, contrairement à la plupart des pays. Il se fait dans des écoles pratiques, bon, qu'on veut faire passer pour de grandes écoles, mais ça n'est pas vrai, ce n'est pas de grandes écoles. C'est la suite des écoles d'art, avec des gens qui n'ont pas fait d'études universitaires. Et donc, vous voyez, il y a un cloisonnement complet entre les études théoriques et l'histoire de l'art d'un côté, et de l'autre côté, la pratique de l'art. Alors, moi, j'essaie de mélanger les deux, de faire en sorte que les deux choses se retrouvent en même temps. Ensuite, tu parles de singularité qui vise la théorie du sujet, mais il y a aussi des rapports avec la théorie des signes, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a ces deux pôles qu'on a vu passer tout à l'heure, c'est-à-dire il y a d'une part le sujet créateur, donc qui reste quand même investi chez Sartre d'un certain pouvoir de délibération et d'engendrement de l'image, mais d'autre part, lorsqu'on crée des images, on crée en même temps des signes ou des leurres, si l'on veut, et à partir de ces signes, le récepteur interprète telle ou telle chose. Donc il y a un mouvement d'aller-retour entre les sujets et les signes. Alors que ce soit le sujet au départ créateur ou que ce soit le sujet récepteur, il y a quelque chose qui se déplace autour d'un phénomène d'irréalisation. C'est-à-dire qu'autour des signes créés se met à tourner une espèce de machine à fabriquer donc des significations et des sens, et en même temps à installer la croyance de l'image dans les gens. Donc voilà, on nous propose des solutions, et l'œuvre est en quelque sorte une extrapolation et un corrélat par rapport à ce sujet, un corrélat extrapolateur qui s'éloigne le plus possible de ce qu'est le sujet. Donc voilà, il y a un mécanisme d'extériorisation et de vampirisation des sujets, qu'ils soient ou créateurs ou récepteurs. Et finalement, il y a encore un intertitre Sens et matière. Nous en avons déjà parlé de la matière, mais ici, à la lumière de tes explications des autres éléments qui constituent son esthétique, tu pourrais certainement encore mieux préciser la place de la matière. Le Tintoret avait, selon Sartre, une foi matérialiste, mais même les études plus courtes, celles de Volz, précisent l'idée sartrienne sur la matière. Il y a toute une ontologie, je dirais, de la matière chez Sartre, qui est un terme un peu paradoxal,
Mais voilà, il y a une étude de l'être qui se révèle à partir d'une espèce de sensualité, sensorialité de la matière au sens de matériau. Alors, bon, il a découvert ça un petit peu chez Giacometti, parce que Giacometti avait une telle façon de travailler, de retravailler le plâtre, de lui donner un côté un petit peu aigu, accusé, enfin, etc., qu'on sentait le matériau monter en quelque sorte dans la représentation. Un matériau qui est souvent accentué après par le bronze, etc., qui... ça, Jean Genet l'avait très bien remarqué aussi à propos de Giacometti, que le bronze a gagné en force. La matière du bronze a gagné à travers la représentation esthétique que Genet nous donne. Donc, les œuvres sont un peu des révélateurs, des sellettes pour installer la matière et la faire voir de près. Alors, le second stade de cette matériologie, c'est le surréalisme, notamment le texte qu'il a écrit à propos de David Hare. Texte, j'ai fait des recherches qui en fait n'a jamais paru en France, je crois, mais en fait il est reproduit dans les écrits de Sartre. Et Hare utilisait beaucoup de matériaux déjà tout faits, de déchets, etc. Et ces matériaux étaient censés parler d'eux-mêmes, donc faisaient une matière première qui n'était pas illusionniste, qui était en quelque sorte ce que les phénoménologues appellent en chair et en os, hein, c'est-à-dire que le matériau parlait de lui-même. Donc voilà, il y a l'introduction dans l'art d'une matériologie qui est brute. Et ça va d'ailleurs rejoindre la fameuse question de ce que Dubuffet appelle l'art brut, c'est-à-dire que lorsque le fou utilise ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire un coquillage, du sable, etc., enfin, ce n'est qu'une des formes, ça, de l'art brut, mais bon, on peut s'arrêter sur celle-là. Et il y a un effet de sens qui intervient, et c'est là un petit peu dans divers courants après la guerre, donc des peintures proprement matiéristes. Par exemple, si vous prenez Piaubert, bon, Sartre n'en parle pas, mais il y a du sable dans les œuvres de Piaubert, et ce sable est un sable réel. De même que chez Masson, là, c'est un des peintres de Sartre, dans les premières œuvres de Masson, il introduit du sable et il se met à peindre sur le sable. C'est le premier qui fait cette chose-là. Et donc, le matériau introduit, ou bien dans les frottages de Max Ernst, lorsqu'il frotte une vieille planche, on a quelque chose qui est l'empreinte immédiate d'une réalité vraiment tangible qui existe vraiment. Et donc, on a l'intégration de matière dans l'art. Alors ça, c'est un chemin que Sartre a poursuivi un peu chez tous ses peintres, puisque dans le dernier peintre Rébérol, il y a aussi beaucoup de matériaux bruts, notamment de la terre et du sable, et puis des plumes et des bois cassés. Ces bois cassés qu'on trouve aussi dans le Tintoret, dans le miracle de l'esclave. Et donc ça, c'est un genre, la recherche des matériaux qui soient ou figurés, quand c'est dans des périodes anciennes, comme du temps du Tintoret, ou réels, comme chez Rébérol. Ces matériaux sont vraiment un trésor pour nous faire ressentir la chose même. La chose même a un pouvoir d'émanation que n'aura jamais la représentation de quelque chose.
Alors donc ces choses sont cultivées, introduites, installées dans l'œuvre d'art et elles sont un petit peu de l'ordre de ce qui se passe lorsque Bachelard nous parle des éléments matériels, naturels, par exemple la terre, l'eau, le feu et l'air. Donc il y a quelque chose qui se passe comme une vibration qui est inhérente à l'élément considéré. C'est dommage qu'il y ait eu tant d'opposition entre Bachelard et Sartre, parce que je crois qu'au fond, ils se rencontrent, ils se rencontrent sur la même hypothèse de travail, c'est que dans les éléments naturels, par exemple un morceau de bois ou de la terre, il y a une suavité particulière du matériau qui produit un certain type de sensation. Et Sartre est donc du côté de la sensation. Alors là, on se rend compte aussi que sa théorie de l'imaginaire qu'il avait au début, c'est-à-dire que nous faire croire à partir de signes, etc., que quelque chose se passe et que c'est à nous intentionnellement de donner de la présence, eh bien, cette théorie de l'image, elle est battue en brèche parce que la poussée de présence sera d'autant plus forte que le matériau est réel, qu'il nous donne son impulsion. Et donc, voilà, il va privilégier ces matériaux qui peuvent être aussi le sang. Alors, le rouge, évidemment, on a la chance, lorsqu'on utilise la peinture rouge, de penser assez facilement que c'est du sang. Alors, bon, est-ce que c'est du sang ou pas vraiment du sang? Est-ce qu'on a vraiment égorgé un animal sur la toile ou est-ce que c'est de la peinture rouge? Ça, on ne saura jamais. Mais en tous les cas, dès qu'on voit rouge, on voit du sang. Et donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, on parlait de Sartre, qui n'était pas un très grand coloriste à un certain moment. Eh bien, effectivement, lorsque il parle de la couleur, il parle surtout essentiellement du rouge. Il revient toujours sur le rouge, d'ailleurs depuis l'essai sur l'imaginaire, lorsqu'il nous dit il y a un rouge dans la peinture de Matisse, mais c'est un rouge laineux. Voilà, il prend l'exemple du rouge. Il y a un rouge dans le Saint-Georges et le Dragon, c'est le manteau de la femme. Il y a du rouge dans la grande barrière qui brûle, de Vols. Voilà, c'est encore un type de couleur primaire, vive et violente. Et il y a du rouge sang dans l'œuvre de Rébérol, dans les coexistences de Rébérol. Et c'est encore un rouge qui n'est pas un coloris, mais qui est une matière. Alors là, on voit vraiment ce que ça veut dire, la matière. C'est que le rouge, ça n'est pas un rouge comme le rouge de ce micro-là, qui est un rouge un peu délayé, un peu édulcoré, mais c'est un rouge vivant, c'est le rouge du sang, hein, c'est le rouge de la teinture que l'on met sur la laine, c'est un rouge qui vient de la nature. Alors, ça, c'est extraordinaire parce qu'on a souvent pensé que Sartre était un antinaturaliste né. Eh bien, il y a quand même chez lui, à travers ses théories de la matière, quelque chose qui va vers une espèce de naturalisme. Et lorsqu'il voit de l'eau ou lorsqu'il voit du rouge, il voit du sang, hein, il voit donc des choses extrêmement concrètes. Donc il voit du corps et il voit des matériaux. Et il n'y a que ces matériaux qui peuvent donner un maximum de force à l'œuvre. Et c'est pourquoi d'ailleurs il privilégie la peinture. Il a très peu parlé de la photographie. Et il privilégie aussi des gens comme Davider qui introduisent des matériaux, ou bien des gens comme Calder aussi qui introduisent des ferrailles, enfin, etc. Donc voilà, il y a un système de matériologie chez Sartre, bon, qui peut paraître un peu discret. Là, j'accuse un peu les choses, j'accuse les traits de son esthétique, mais je crois que c'est quand même un peu ça, c'est qu'il y a l'effort pour nous brancher sur une énergétique naturelle et pour que le matériau lui-même sonne comme
un ton, comme un coup de clairon, et que nous soyons nous-mêmes déplacés par cette matière. Alors c'est pourquoi les œuvres en rouge ont autant d'influence pour lui, parce que c'est le son d'un taureau, c'est le son de la victime innocente, c'est le son de la terreur, enfin, etc. Donc il y a toute cette matériologie qui se met en place et qui aboutit à la révolution, parce qu'évidemment le rouge, c'est le rouge révolutionnaire, c'est le son versé qui abreuve nos sillons, etc. Alors il y a toute une épopée comme ça du matériau chez Sartre. J'ai encore une dernière question. L'œuvre de Sartre, toujours infinie, toujours un échec. Aucune de ses grandes œuvres est achevée. Souvent, il les a abandonnées. L'étude sur Mallarmé est en vrac, car ni l'interprétation psychanalytique ni l'approche marxiste valaient pour conduire l'analyse à son terme. Ces désaccords s'est soldé à la fin de Saint-Genet, avec un rappel qui ne souffrait pas de contradiction. C'est la liberté qui sert à expliquer l'art, et la protège et la défend. C'est la liberté sous toutes ses formes, avec toutes ses conséquences sur le plan moral, qui est au cœur des études sartriennes sur les artistes, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. La question de l'œuvre inachevée, ça rejoint des choses déjà abordées lorsque j'ai dit que moi j'aurais plutôt fait une œuvre plus fragmentaire. Chez Sartre, il n'a pas du tout l'idée de faire une œuvre par fragments, il a une idée plutôt d'une totalisation, d'une dialectique extraordinaire, dont de boucler un petit peu son discours avec des parties, une construction. Mais quand on regarde dans le détail, évidemment, la construction ne tient pas le coup. Et il y a toujours des chapitres nouveaux à faire, si bien que, en quelque sorte, le caractère infini, non fini, est déjà programmé lorsqu'il se met en marche. Et donc il sait d'avance presque qu'il ne terminera pas les ouvrages. Alors La Nausée, déjà, c'est un ouvrage... Il est fini en ce sens que c'est la fin du livre, mais c'est un journal qui s'arrête comme ça. Il veut écrire un livre. Un fragment. Il veut écrire un livre qui ne sera pas dans l'ouvrage, donc ça reste à venir, le livre à venir. Et les chemins de la liberté ne se finissent pas. L'être et le néant devaient avoir un second volume, ce n'était pas fait, etc. Donc on se rend compte qu'on ne peut pas faire des œuvres finies, pour les raisons que j'ai déjà dites. Et donc, il aurait peut-être mieux fait de faire quelque chose qui soit plus fragmentaire. Au fond, les œuvres de Nietzsche, les plus intéressantes, c'est peut-être aussi les fragments qui ne sont pas achevés. Et il a fait une étude sur Nietzsche, mais malheureusement, elle a été perdue. Voilà, et il a regardé des phénomènes ou littéraires ou philosophiques, littéraires comme Mallarmé par exemple, où les livres ne se terminent pas, où les livres sont impossibles, et où on est dans ce que Blanchot disait une écriture du désastre. C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité à faire l'œuvre complète, terminée, etc., est une œuvre impossible. Et c'est tout à l'honneur de Sartre, ça, que l'œuvre ne se termine pas, que l'œuvre soit simplement un fragment de quelque chose. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est que ce phénomène converge avec une non-nécessité peut-être de l'œuvre. C'est-à-dire... Sartre s'est posé la question de pourquoi écrire et pourquoi continuer à écrire. Lorsqu'il refuse le prix Nobel, à partir de ce moment-là, il dit qu'il renonce à la littérature. Alors évidemment, il ne va pas renoncer tout à fait, il va quand même continuer à écrire en secret. Quelqu'un qui écrit le mot ne renonce pas à la littérature. Tous les jours. Mais il y a cette idée que
au fond, l'idée d'une littérature authentique qui serait faite est inconcevable, est une contradiction dans les termes, et que de toute façon, il faut renoncer à écrire. Donc, voilà, la véritable littérature se termine sur le silence. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons n'est qu'une introduction pour commencer à écrire. Un jour, j'écrirai quelque chose sur Roland Barthes, qui avait à peu près le même problème que Sartre, et ça commencerait par presque une phrase interpellant Barthes. « Cher Roland, vous alliez commencer à écrire. » C'est-à-dire qu'avec tous ces livres qu'il a déjà écrits, ça n'est jamais qu'une introduction pour se déniaiser avant de pouvoir commencer à écrire. Ça n'est jamais qu'une introduction à quelque chose. Je crois que de toute façon, tout ce qu'on fait n'est jamais, comme chez Giacometti, n'est jamais qu'une introduction à une affaire de portrait. On ne peut pas arriver à quelque chose de stable et de définitif. Donc, voilà, il y a cet horizon que la littérature est inadmissible, est impossible, infaisable et qu'il faut renoncer. Mais évidemment, bon, il y a des renoncements qui sont très longs à écrire. On doit continuer pour montrer qu'on ne peut pas continuer, parce que si on décide tout de suite de s'arrêter à écrire, c'est quand même un tour de passe-passe. On n'a rien démontré du tout, donc on doit le démontrer. Donc il essaie de pousser ses livres jusqu'au bout, mais il s'arrête avant la terre promise, parce que de toute façon, ça doit rester à l'état de diaspora, le texte. Et donc, ça n'est jamais que des fragments. C'est pour ça que j'aime tellement ces textes sur l'art, parce qu'ils sont tout à fait à l'état de diaspora. Ils ne s'organisent pas en un traité philosophique, ils sont des approches, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils sont multiples, et ils sont au sein d'un ensemble qui comporte aussi de la littérature, des témoignages sur l'amitié, etc., etc. Et donc, en ce sens, voilà, ils sont une partie totalement ratée d'un édifice, mais ô combien somptueux. C'est comme lorsqu'on met dans un musée un morceau du palais d'Ispahan, je ne sais pas quoi, bon, qu'on vient l'installer, ou le Pergamon qu'on vient installer à Berlin, voilà, c'est un fragment de quelque chose, mais qui est merveilleux dans un autre contexte et qui se met tout d'un coup à rayonner autrement, justement à cause de sa dispersion même. Donc en même temps, c'est un échec et une victoire, ça c'est bien un thème sartrien, c'est-à-dire c'est le qui perd gagne, je n'arrive pas à finir mon œuvre, j'ai perdu, mais en même temps, quelle beauté dans ce naufrage. Et de cette manière, je te remercie pour notre entretien d'aujourd'hui et j'attends l'autre interview de demain. Merci beaucoup. à toi, Michel. Merci.